19th Cape Community of Practice. Bienvenue au 19e événement de notre communauté de pratique sur les références euh, canadiennes, les repères canadiens, pardon, sur la santé et l'alcool. Il y a aujourd'hui accès à l'interprétation en simultané. Vous pouvez cliquer sur le globe et ensuite choisir votre langue. Nous sommes les hôtes de la séance d'aujourd'hui et nous voulons reconnaître et respecter les peuples Lekwinen sur lesquels, sur les traditoires, les territoires desquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nous croyons que c'est particulièrement important lorsque nous parlons de politique sur l'alcool et d'autres drogues. Nous reconnaissons que nous avons des participants de partout au Canada et nous vous invitons à inscrire votre reconnaissance territoriale dans le clavardage si vous le souhaitez. Aujourd'hui, il y a une présentation et une période de questions. La présentation sera enregistrée, mais pas la période de questions et vous recevrez un lien aussi de la présentation en anglais et en français. Nous voulons recevoir votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui et il y aura un lien vers un sondage qui sera partagé dans la boîte de clavardage. Nous offrons aussi des allocations pour les personnes avec des expériences de vie au vécu. Si vous nous avez déjà dit, vous n'avez pas besoin de nous écrire, mais sinon, si c'est la première fois que vous participez avec nous, envoyez-nous un courriel. Pour la période de questions, vous pouvez utiliser l'outil de questions ou la case de clavardage. Vous pouvez poser des questions de façon anonyme ou non. Vous pouvez aussi lever la main durant la période de questions et le modérateur vous demandera euh, de poser la question. Nous vous demandons aussi, s'il vous plaît, de nommer le présentateur ou la présentatrice à qui vous posez la question. Si vous avez des difficultés techniques, envoyez-nous un message dans la boîte de clavardage. J'aimerais présenter nos panélistes. Dr. Kevin Shield est un scientiste indépendant et chef de l'Organisation panaméricaine sur la santé mentale. Il est aussi un professeur adjoint à l'Université de la Saskatchewan. Euh, Dr. Shield génère des données scientifiques qui informent des individus, des décideurs et des scientistes. Il est membre d'un groupe de panel d'experts qui développe les repères desquels on va parler aujourd'hui. Dr. Peter Butt parti- fait partie du Collège des médecins du Canada. Il est professeur clinique adjoint au département de médecine de la famille à l'Université de Saskatchewan. Ses recherches se concentrent sur euh, les communautés le travail communautaire. Il est président il a présidé le développement des repères canadiens sur la santé et l'alcool. Effie Ellis est une courtière du savoir au Centre canadien au CCDUS. Depuis 2014, elle participe à des stratégies de traduction des connaissances, particulièrement dans le milieu des maladies chroniques. Elle s'intéresse beaucoup sur la communication et l'engagement des partenaires pour mieux comprendre et utiliser les données de recherche. Enfin, notre modérateur Bryce Barker est un courtier du savoir au CCDUS. Il a travaillé sur différents projets dans cette organisation, se concentrant sur les politiques, les pratiques et les programmes, pardon. Il est diplômé de l'Université de Guelph et de l'Université d'Ottawa.
Voilà nos quatre présentateurs d'aujourd'hui et je passe le micro à Dr. Kevin Shield. Thanks for having me. All right, Merci, Tina. so next slide. Next slide. So overall, I just want to talk about Je veux the parler des repères canadiens, de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. Si l'on parle un peu de la complexité des repères. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent de l'information sur les risques. Vous avez des personnes qui n'ont pas de risques, peu de risques, des risques modérés et des risques qui sont de plus en plus grands. Nous offrons au public des zones de risque en fonction de leur consommation moyenne d'alcool et cela fait partie des repères. Ce n'est pas tout ce que nous faisons avec les repères. Nous voulons offrir des conseils sur quand on doit boire et quand on ne doit pas boire. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, mieux vaut ne pas boire. Si vous allaitez, il y a des exceptions si vous jetez le lait, par exemple, parce que l'alcool peut être métabolisé et on ne le retrouve pas dans le lait maternel après un certain temps. On parle aussi d'intoxication. Alors, on ne doit pas boire plus de tel nombre de verres par jour. Et ça, c'est dû à l'effet d'intoxication de l'alcool. Mais en général, les repères sont pour la communication des risques et la réflexion sur la consommation d'alcool. Euh, En dehors des verres occasionnels et des personnes qui ne devraient pas boire d'alcool. Les repères ne sont pas des recommandations. Alors, ce sont bel et bien des repères. On vous informe sur les risques euh, et nous offrons des pistes de réflexion fondées sur les risques. Mais nous ne vous disons pas de boire un ou deux verres par semaine ou 6 verres par semaine ou plus de 6 verres par semaine. Ce que nous vous disons, c'est que les repères, en fait, vous informent sur les risques. Alors, la réaction des médias au repère a été en fait, en général, positive. Karen Parody a fait une analyse de contenu qui s'est penchée sur les articles qui ont été publiés. Un grand public a été atteint, c'était mondial et selon son analyse, la plupart des réactions étaient positives. Il y avait aussi des réactions négatives. Vous voyez ici que les directives ne sont pas claires. Pourquoi ne pas doubler la dose? Alors, vous avez tous ces articles ici qui sont très critiques par rapport au rapport. Et je vais parler un peu des conceptions, des mauvaises conceptions. Mm, Et je vais aussi parler d'autres choses qui sont mal vues ou mal perçues. Il y a des conceptions, des mauvaises conceptions sur les revues de pairs et je veux parler de celle-ci en particulier parce qu'il va y avoir une question à savoir pourquoi est-ce qu'on n'y a pas répondu. Le Forum international sur la recherche d'alcool est plutôt un blog commandité par l'industrie plutôt qu'un article. Alors, ce n'est alors Tim Stockwell et son groupe euh, a fait face à la critique qui a été publiée sur leur site web qui est commandité par l'industrie de l'alcool dans un journal de revue par les pairs. Ce genre de critique, et je vais en faire un résumé, n'est pas unique. Ils ont pris le rapport des limitations des repères. Ils ont éliminé les contextes et ils les ont publiés en présentant, en disant que c'était leur propre critique. Et ce n'est pas vrai.
Si vous lisez leurs critiques, ils n'ont pas bien cité nos repères et nos limitations. Il ne s'agit pas de leurs propres idées. Ils nous ont copiés. Ils ont supprimé les impacts des limitations et l'ont présenté comme leur propre résultat. Alors, je ne vais pas parler des implications morales de tout ça, mais en général, nous avons été très ouverts et transparents sur les limitations des repères. Les principales limitations sont que nous n'avons pas pu inclure les causes de maladies qui sont associées à la consommation d'alcool en raison des problèmes liés à la causalité reverse. On n'a pas été capable de modéliser la dépression liée à l'alcool parce que la dépression aussi entraîne l'augmentation de la consommation d'alcool. Sinon, on a été très, très ouvert sur les limitations des repères. Et, il y a un article qui sera publié pour parler de ces limitations. Quelles ont été les réactions des pairs? Ce qui est toujours très important, le journal de l'Association canadienne médicale a dit oui, l'information est crédible et complète et le message que boire moins, c'est mieux est un message qui est fondé sur la preuve scientifique. Alors, le CMAJ a étudié les repères de façon indépendante et est arrivé aux mêmes conclusions que nous. Un des problèmes auxquels nous faisons face en tant que scientifiques est que les médias absorbent nos médias. D'abord, nous devons communiquer dans un langage de base pour dire ce que sont les repères et ce qu'ils ne sont pas. Et parfois, cela crée des problèmes car nous prenons la preuve que nous créons et nous la banalisons dans un langage plus simple. Le deuxième problème est que les médias en général ont des biais par rapport à la sensationnalisation de l'information. Les repères font des recommandations. Euh, c'est ce que les médias disent et ce n'est pas vrai. Euh, les repères sont là pour informer sur les risques, pas pour faire de recommandations quant à la quantité d'alcool. Il y a aussi un problème avec les biais idéologiques des médias. On a vu ça lorsqu'on a essayé d'écrire des articles d'opinion qui tentaient de corriger l'information erronée qui a été publiée. Et dans les journaux, on n'en a même pas entendu parler. Les biais idéologiques des médias, on en parle beaucoup, c'est bien documenté. Je ne vais pas en parler beaucoup ici, mais parfois dans les médias aussi, il n'y a pas de processus de validation. Les journalistes se disent parfois des experts scientifiques. Euh, il y a donc des erreurs qui peuvent se glisser. Et les opinions ne sont pas toujours publiées ni les bienvenues. Et nous avons fait face à cela lorsque nous avons tenté de communiquer nos données. Malheureusement, plusieurs journaux n'ont pas bien accueilli les références que nous avions ou nos clarifications. On va un peu parler maintenant de quelques-unes des critiques des médias. Tout d'abord, est-ce que les repères sont pseudo-scientifiques? Avons-nous utilisé une méthode non scientifique, non validée pour créer les repères? Alors, absolument pas. Nous avons adhéré à un protocole strict
fondée sur des évaluations qui n'a pas été créée ni utilisée par nous seulement. C'est utilisé dans plusieurs pays, par plusieurs organisations. Il y a l'Association canadienne des radiologues, l'Organisation mondiale de la santé. Pratiquement tous les repères ont utilisé leur approche qui est très, très stricte pour formuler les repères. Nous avons adhéré scientifiquement à ces normes scientifiques pour développer les repères. Nous avons été accusés d'amalgamer des études qui n'étaient pas de qualité. Et c'est encore une fois faux. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour évaluer et inclure nos données. Lorsque nous faisons de la modélisation des impacts, nous utilisons ce qu'on appelle une fonction de risque. Pour faire cela, nous devons utiliser une fonction de risque. Il y a beaucoup de revues systématiques mais nous avons utilisé plusieurs études. Comment avons-nous choisi cette évaluation systématique? Nous avions un protocole normalisé, Amstar. C'est un outil standard pour évaluer les revues systématiques. C'est une façon de développer des repères normalisés scientifiques. Nous ne choisissons pas des données que nous jugeons favorables. Nous utilisons les revues de meilleure qualité selon l'outil Amstar. Sur quoi nos résultats étaient-ils basés? Alors, nos résultats étaient un peu choquants et ils s'éloignaient des anciens repères. Et pourquoi? Des personnes ont dit, ah, vous n'avez utilisé que 16 études, mais ça, c'est encore une fois une misconception et ça ne considère pas toute la preuve. Les résultats sont fondés sur 16 études systématiques. Je vais parler de maladies chroniques ici parce qu'on en a parlé dans la littérature. La revue systématique c'est fondée sur 16 études. 14 portaient sur les maladies chroniques. Et parmi celles, il y avait 364 études, 208 études de cohorte et 155 études de cas contrôlés de partout dans le monde, y compris au Canada. On ne s'est pas fondé sur 16 études individuelles. C'est fondé sur plusieurs études, des centaines d'études. Il y avait un problème en termes de communication. Y avait-il 16 études ou des centaines d'études? Il y avait 16 revues systématiques qui ont résumé la preuve de 364 études. Il faut se souvenir de ça. Alors, vous pouvez voir ici que toutes ces différentes revues systématiques, il y a plusieurs études différentes sous-jacentes à chaque maladie. Il y en a comme la tuberculose sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'études, seulement 4 ici. La même chose pour les infections respiratoires. Pour d'autres maladies, il y a plus d'études qui ont été publiées. 4 études pour la tuberculose, c'est peu, et cela identifie un domaine où la recherche peut s'améliorer. Mais nous sommes transparents sur le nombre d'études que nous avons utilisées, sur la qualité de ces études aussi, et nous documentons absolument tout. Les preuves un grand nombre de preuves est donc résumé. Une autre question dans les médias
portait sur les facteurs aggravants, à savoir s'ils étaient inclus. On nous a accusés de ne tenir compte que de l'âge et du sexe. Je ne sais pas d'où cela vient, mais j'imagine qu'ils pensaient que c'était le cas. Toutes les revues systématiques tiennent compte des facteurs aggravants, la fumée, la cigarette, pardon, l'IMC. Je vais vous donner un exemple de cela. Si on se penche sur la tuberculose, il y a ces trois études ici il y a plusieurs pages, mais vous voyez ici qu'il y a plusieurs variables différentes qui ont été contrôlées. Des études sont plus robustes que d'autres, mais en général, il faut quelques facteurs aggravants sur lesquels ils se fondent. Alors, ces estimations de risque sont donc ajustées et adaptées par rapport à ces facteurs aggravants. Les repères sont fondés sur des risques relatifs et non absolus. Ça aussi, c'est une idée préconçue. On présente des risques absolus, euh, mais cela est faux. Les repères sont à 100% par définition fondés sur votre risque de mort prématurée à cause de l'alcool. Alors, on dirait, si vous ne buvez pas d'alcool du tout, vous n'aurez, vous n'aurez- vous ne serez pas mort à ce moment-là. Et ça, c'est fondé sur le risque absolu qu'une personne perde 0,0175 années de vie. Et cela définit la limite entre un risque faible et modéré. Et ça, ce sont les définitions du gouvernement canadien et du British Medical Journal. Et cela correspond à 17,5 années de vie perdues par personne, par 1000 personnes, pardon, 17,5 années de vie perdues par 100 personnes. Nous utilisons les années de vie perdues pour des décès parmi les personnes de 20 ans ou de 80 ans. Nous devons normaliser d'une certaine façon. Bien sûr, si vous décédez à 20, vous avez perdu plusieurs années, à 80, très peu. Mais en général, c'est votre risque absolu de perdre des années de vie à cause de votre consommation d'alcool. Ce n'est pas un risque relatif. Ce Comment interpréter les années de vie perdues? C'est un autre problème auquel on a fait face. Bien sûr, c'est un peu notre faute parce qu'on n'a pas bien communiqué. 17,5 années de vie perdues. C'est très difficile à interpréter par 1000 personnes, disons. Si on prend un exemple, est-ce que cela veut dire que chaque personne perd 6,4 jours de vie s'il consomme de l'alcool? Et la réponse, c'est non. Ces années ne sont pas partagées parmi la population. Une façon de l'interpréter, c'est de dire 17,5 années de vie perdue et que vous avez une chance sur 1000 de mourir plus tôt à cause de la consommation d'alcool. Au cours d'une vie, c'est 17,5 années de vie perdues à cause de la consommation d'alcool. Pour certaines, des personnes vont mourir à 80, d'autres à 20 ans, mais en général, les années de vie perdues correspondront à 17,5 années. Euh, Nous n'avons pas, il n'y a pas 1000 personnes qui perdent 6,4 jours de vie. Euh,
Pourquoi est-ce que on nous a demandé pourquoi on dit aux Canadiens de boire moins de 2 verres par semaine? On ne fait pas de recommandations. On ne fait que véhiculer les risques et on encourage les gens à y réfléchir. La tolérance qu'au risque de chacun est différente. Nous le savons. La tolérance d'une personne peut être différente d'une autre et on utilise un langage standardisé pour parler de ces risques qui sont calculés à l'aide des meilleures preuves d'un cadre de travail scientifique, mais ce risque n'est pas nécessairement identique pour tout le monde et nous le savons très bien. Nous véhiculons tout simplement le risque et chacun doit interpréter ce risque et utiliser cette information personnellement. Alors, je vais un peu parler de ce que sont les repères et de ce qu'ils ne sont pas. Les repères ne fournissent pas de conseils à un groupe de Canadiens précis. Ce ne sont pas des directives pour moi, disons, en tant qu'homme blanc de 37 ans, avec différents facteurs de risque, vivant dans un quartier à revenu moyen. Ce n'est pas spécifique pour moi. Ce que les repères font, c'est de conseiller à tous les Canadiens et Canadiennes d'utiliser les repères. C'est donc fondé sur la population en général du Canada, les personnes pauvres, les personnes sans abri et les personnes qui ont d'autres facteurs de risque comme l'hépatite A, B, l'obésité, le tabagisme, etc. Alors, ces repères ne sont pas nécessairement pour un groupe de Canadiens spécifique, c'est pour tous les Canadiens et c'est très important, particulièrement lorsque l'on parle de quantité et que l'on offre des... Alors, lorsque l'on parle à tous les Canadiens, euh, nos, euh, nos repères ont un peu plus d'importance que si l'on parlait à un groupe spécifique. Alors voilà où cela compte. On a une courbe de risque relatif. Disons, tout le monde a un risque de cancer qui sera alimenté par la population en général, même s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque. L'alcool peut quand même causer le cancer. Parlons de cirrhose du foie. Si vous avez 1 verre par jour, allez-vous avoir une cirrhose du foie? La réponse est quels sont vos autres facteurs de risque? Parce que 1 verre par jour seulement ne va pas causer la cirrhose du foie. Mais si vous avez d'autres facteurs de risque, modérés ou élevés, qui vous placeraient dans un autre profil de risque, vous allez développer une cirrhose du foie et possiblement en mourir. Par exemple, nous savons de preuves scientifiques que les personnes qui boivent très, très peu d'alcool, mais qui ont une infection d'hépatite, ont un risque beaucoup plus élevé de mourir de cirrhose du foie. D'hépatite, pardon, nous avons des personnes ici qui ont l'hépatite au Canada. C'est une réalité. Nos conseils, nos repères sont pour la population en général. Euh, pour la population en général, 1 verre par jour peut causer une cirrhose du foie parce que ces personnes ont d'autres facteurs de risque qui contribuent à cela. Je veux aussi apporter votre attention ici parce qu'on a parlé de petites choses comme le cancer laryngopharyngique. Je veux parler un peu plus de tuberculose ici. C'est un domaine où on doit clarifier ce que la causalité ou la charge veut dire. Alors, est-ce que l'alcool cause la tuberculose? Non. La consommation d'alcool ne cause pas l'infection, mais il y a un lien de causalité à l'infection. L'alcool il a été prouvé que l'alcool affaiblit le système immunitaire, ce qui peut augmenter le risque de tuberculose. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui parle de
causalité dit que si une personne consomme une certaine quantité d'alcool, elle a plus de risques de développer la tuberculose que si elle n'en consommait pas. Et c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé veut dire en termes de causalité. Dans ce cas-ci, c'est une causalité standard qui est utilisée partout dans le monde par des organisations de la santé. Nous n'avons pas établi cette définition. Nous n'avons même pas évalué si l'alcool est lié à des maladies. L'alcool s'inscrit dans la définition de la tuberculose. Ce n'est pas que l'alcool cause la tuberculose, mais l'alcool affaiblit le système immunitaire. Nous avons aussi procédé à une analyse systématique et complète. Pourquoi avons-nous inclus la tuberculose? Parce que c'est souvent nommé avec l'alcool. Nous avons inclus des maladies qui ont un lien de causalité avec l'alcool. Nous n'avons pas inclus, par exemple, le cancer du poumon. L'alcool est associé au cancer du poumon, mais l'on pense que c'est à cause des effets aggravants de l'alcool et du tabagisme. Si vous- en- il, il pourrait y avoir un mécanisme biologique, à savoir si l'alcool cause le cancer du poumon, mais il n'y a pas de preuve de causalité. Mais l'alcool et la tuberculose, oui. Alors, nous voulons être systématiques et complets. Ce sont deux principes scientifiques très importants. Alors, même la tuberculose, même le cancer laryngopharyngique, nous devons les inclure parce que nous voulons être systématiques. Enfin, j'aimerais parler un peu de la charge de la tuberculose. En 2020, au Canada, il y avait 1772 cas de tuberculose. Ça ne fait pas partie des repères, les coûts non plus en termes de ressources de traitement. Euh, la tuberculose coûte beaucoup d'argent au gouvernement canadien chaque année en termes de ressources en santé publique. On doit donc en tenir compte. Il y a des rapports dans les médias qui diminuent l'importance de la tuberculose, mais c'est une maladie infectieuse importante dont il faut tenir compte. Comment les seuils de risque ont-ils été déterminés? Ça aurait été comment avons-nous défini les risques faibles, modérés et élevés? Ils sont basés sur des recommandations strictes sur la définition des risques. Ces définitions sont standardisées et utilisées dans d'autres domaines. Nous n'avons pas créé de libellé. Nous utilisons un libellé normalisé. Cela vous donne un aperçu euh, des différents cadres de travail pour définir les risques. Vous allez aussi voir ici que d'autres directives ont défini le risque faible à un décès sur 1000. C'est incorrect. On ne trouve ça nulle part ailleurs dans la littérature en termes de risque peu élevé, sauf dans les anciens repères sur la consommation d'alcool. Alors, nous avons normalisé nos risques, non pas sur ce que d'autres repères affirmaient, mais sur ce que le gouvernement canadien faisait pour d'autres facteurs de risque. Alors, dans les médias, on s'est demandé pourquoi est-ce que ces repères sont si différents des autres. Il faut normaliser le niveau de risque. Je vais utiliser un décès sur 100, c'est un niveau modéré à élevé. Si on se penche sur le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, leurs recommandations sont assez semblables. Elles ne sont pas
différentes. Elle se situe dans les résultats de notre analyse. Je ne vois pas une grande différence entre le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Il y a bien sûr des différences en Australie et au Royaume-Uni, au Canada. Les personnes meurent de différentes causes. On suit des modèles différemment pour consommer de l'alcool et on a nous sommes compte pour créer nos repères. Aux États-Unis, dans les directives alimentaires, on en parle souvent à tort, 28 grammes au moins par jour pour les hommes et 14 grammes au moins par jour pour les femmes. Ce serait 2 verres pour les hommes et un pour les femmes. Ces recommandations ne sont pas pour tous les jours. C'est pour les jours où de l'alcool est consommé seulement. Il n'y a pas de facteur de risque. Euh, et on ne peut pas comparer ça aux directives du Canada, de l'Australie et du Royaume-Uni parce que les directives des États-Unis sont ici au Canada, on recommande de ne pas consommer plus de 2 verres par jour durant une occasion. Alors, aux États-Unis, les directives sont un peu plus strictes. Alors, une des conclusions de ma présentation d'aujourd'hui est en premier, les directives canadiennes sont fondées sur des outils scientifiques systématiques et complets utilisés partout au Canada. Nous n'avons pas développé de nouvelles méthodes pour créer ces repères. Les repères ne font pas de recommandations sur l'utilisation, la consommation d'alcool par semaine. Il y a des recommandations sur qui doit consommer de l'alcool par occasion, mais lorsqu'on parle des zones de risque, on veut vraiment inviter les personnes à réfléchir. Les définitions, enfin, du risque faible, modéré et élevé est fondée sur une définition standard utilisée dans la littérature scientifique. C'est la réflexion d'un ensemble de définitions prédéfinies et on comprend très bien qu'il y a des différences, mais l'on doit utiliser un libellé standardisé pour produire des rapports. Et c'est ce qu'on a fait. Mais l'acceptation de ces risques peut être différente d'une personne à une autre. Alors voilà, c'est ça pour moi. So I guess I can go next. Thanks, Kevin. Je vais continuer. Merci, Kevin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Je suis un nouveau membre de cette communauté et du CCDES. Merci de me donner la chance d'être ici et de partager des renseignements sur l'approche de CCDES relativement au repère canadien sur la santé et l'alcool. J'ai des problèmes avec la diapositive. There we go. Sorry about that. I hope it works better as we continue. J'espère que ça va mieux aller pour la suite. Avant de continuer, je voudrais prendre le temps de reconnaître que le CCDES est à Ottawa, sur le territoire non cédé des peuples Anishinaabe et Algonquins. Dans l'esprit de réconciliation, euh, le CCDUS s'engage à contribuer à nos relations avec les peuples autochtones et à honorer la Commission sur la vérité et la réconciliation. Nous pouvons tous dire que la publication des repères a vraiment lancé une controverse nationale sur la consommation d'alcool. Il y a eu beaucoup d'attention des médias, beaucoup de sensibilisation sur notre travail aussi. Et aujourd'hui, nous voulons apporter l'attention sur le travail qui a été fait pour soutenir la compréhension et l'utilisation des repères.
J'aimerais alors parler des aspects de nos efforts, de nos initiatives de mobilisation des connaissances, nos partenaires, les publications, l'analyse aussi de la réponse des médias, ainsi que la surveillance et l'évaluation pour créer la sensibilisation. J'aimerais aussi parler des ressources offertes et celles qui sont prévues. Et j'aimerais aussi recevoir votre rétroaction qui est très importante pour nous. Nous savons que cela peut nous aider à aller dans la bonne direction et j'aimerais vous remercier pour vos questions. Nous avons reçu des questions avant la présentation d'aujourd'hui et j'espère que nous aurons le temps de le faire après la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que je présente aujourd'hui le travail de différentes personnes, mes collègues, Bryce Barker. Je sais que vous connaissez Bryce et il va modérer la période de questions à la fin de la présentation. Christine, Wendy, Jill et Nolan et Dr. Pardee, qui n'est pas présentement avec le CCDUS, mais qui a beaucoup contribué à ce travail et j'aimerais reconnaître Dr. Kevin Chill et Peter Budd pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils font encore aujourd'hui. Alors, les repères ont été publiés il y a 9 mois et nous voulons maintenant travailler avec des partenaires au Canada pour que l'on comprenne mieux les repères, mais aussi pour répondre aux questions de nos communautés. Nous voulons soutenir différents groupes au Canada, les aider à utiliser les repères pour vraiment qu'ils puissent personnaliser les repères et les ressources selon les besoins de leur communauté et leurs intérêts et leurs priorités. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé, nous avons tenté de mieux comprendre le paysage des connaissances au pays, établir aussi des relations avec des partenaires existants et aussi en acquérir d'autres. Euh, Renforcer nos ressources et les renseignements qui sont offerts pour offrir des outils plus ciblés, aussi répondre aux demandes entrantes et soutenir d'autres personnes, d'autres groupes. Je veux aussi dire que nous recevons beaucoup de demandes au quotidien directement ou non. Nous avons une courriel électronique et nous recevons plusieurs demandes pour des permissions de droit d'auteur. Et c'est important parce que cela nous permet de cartographier les différents groupes qui s'intéressent à notre travail partout au pays, les différentes demandes, donc les besoins et les priorités de différentes régions au Canada. Ces données sont un peu obsolètes, mais je veux dire que pour nous, c'est important d'avoir une image de ce qui se passe au Canada en termes d'intérêt envers les repères pour pouvoir les aider à les utiliser. Mais au cœur de notre travail, nous nous concentrons beaucoup sur l'engagement et la collaboration. Nous voulons travailler avec plusieurs partenaires partout au pays. Ici, nous incluons quelques partenaires. Elle n'est pas complète, ce ne sont que des exemples, mais il y a des personnes qui ont différentes expériences avec l'alcool, des partenaires de la santé publique, de l'éducation, des décideurs, des partenaires autochtones. En termes de partenariats nationaux, j'ai inclus ici, pardon, quelques engagements, quelques collaborations en cours. Je voulais, dont l'Institut canadien de la consommation de l'usage de substances, pardon, le CISUR, où parce que l'on peut aider pour les personnes qui sont nous pouvons aussi offrir des outils plus personnalisés et sur aussi les avantages de la réduction de la consommation d'alcool.
le CCDES veut travailler avec des partenaires nationaux pour les aider. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives partout au pays et nous voulons les soutenir. Nous voulons faciliter la collaboration, l'échange de ressources qui sont aussi déjà développées dans différentes régions. Nous reconnaissons que le paysage de l'alcool au Canada varie d'une région à l'autre et une de nos initiatives de mobilisation des connaissances est les partenariats. Et présentement, nous travaillons avec les régions de l'Atlantique pour mieux comprendre ce qui se passe en termes de politique, d'offres de services. Nous voulons voir comment le CCDES peut mieux soutenir ces initiatives. Nous allons avoir des tables rondes avec des présentations de différents groupes, notamment des communautés, pour définir notamment les priorités régionales, les priorités de la population et comment nous pouvons travailler ensemble pour créer des stratégies régionales spécifiques. Et je parle ici de la région atlantique, mais cette approche sera déployée dans d'autres régions du Canada aussi. Nous voulons aussi avoir des partenariats avec les organisations autochtones, métiers inuits de partout au pays pour mieux comprendre comment les repères peuvent soutenir les communautés, comment nous pouvons soutenir ces partenaires pour qu'ils puissent utiliser, personnaliser ces renseignements pour créer des communiqués qui sont pertinents. Au cours des dernières semaines, nous avons partagé notre travail avec des groupes qui offrent des soins aux communautés autochtones et nous explorons les prochaines étapes dans cette avenue. Et en faisant tout cela, nos collègues en recherche se concentrent sur la publication des repères dans des journaux de revues par les pairs, dans la communauté, pardon, scientifique. Vous voyez ici la publication de manuscrits. Deux autres sont en cours, un sur les méthodes utilisées pour développer les repères et l'autre sur les résultats du premier sondage pour évaluer quels sont les impacts sur la consommation d'alcool. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé sur la couverture médiatique et comme Kevin l'a dit, cela nous a poussé à faire une recherche un peu plus poussée sur le contenu de la couverture médiatique et nous procédons maintenant à une analyse du contenu et nous allons compiler les résultats et les publier. Euh, Nous espérons que cette information pourra aider d'autres organisations qui font ce genre de travail à la communauté internationale. Et en parallèle, la sensibilisation et l'utilisation des repères est aussi suivie sur une période de 2 ans. Deux sondages ont été lancés. Le premier est terminé. Le second est en cours depuis le 20 octobre. Et le premier sondage a porté sur la sensibilisation à la connaissance et le second sera sur l'évaluation de l'utilisation et l'impact des repères. Et pour cela, c'est une autre source de mobilisation des connaissances futures. Alors, la partie la plus amusante du travail, selon moi, les ressources, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le CCDES a créé des ressources fondées sur les repères. Vous pouvez les trouver sur notre page web. J'ai ici une capture d'écran. Vous pouvez trouver sous l'onglet des communications. Vous pouvez trouver des ressources à imprimer des présentations de nos messages clés ainsi qu'une foire aux questions. Nous vous encourageons à accéder à ces ressources et à les utiliser.
Nous avons des outils ici qui ont été mis à jour. Nous avons une brochure avec des messages clés. Je sais que plusieurs en ont fait la demande au cours des derniers mois et c'est maintenant sur notre site Web. Nous avons aussi actualisé notre guide Connaissez vos limites avec l'alcool qui existait déjà, mais il a été mis à jour avec les nouveaux repères. Nous avons d'autres ressources aussi qui sont en cours pour cibler les journalistes, les professionnels de la santé. Nous avons un quiz que nous espérons lancer avant les fêtes et bien sûr, comme vous l'imaginez, nous avons des conversations sur comment pouvons-nous véhiculer le message. Et nous sommes très excités, bien sûr, de lancer notre campagne. J'espère que vous avez eu la chance de la voir, fondée sur un message très simple. Buvez, boire moins, c'est mieux. Pour dire que boire moins, ça a des avantages sur la santé. Une campagne en anglais et en français qui sera en cours pendant environ 5 semaines. Comme vous le voyez, on utilise des images colorées et amusantes pour que les gens pensent à ce qu'ils pourraient faire dans la vie si elles buvaient moins. Les buts de la campagne sont de sensibiliser le public sur les nouveaux repères, aussi que les gens comprennent mieux quels sont les points clés des repères, soit que boire moins, pardon, c'est mieux. Nous avons reçu une rétroaction très positive sur ce travail et des demandes d'autres groupes aussi au pays pour soutenir et amplifier ce message. Les publicités nous mènent vers un nouveau microsite que le CCDES a créé, drinklesslivemore.ca, où il y a aussi des ressources et des endossements de partenaires de partout au pays. En conclusion, ce travail on est à la première année de ce travail. On pense que ça va prendre plusieurs années. Nous avons plusieurs collaborations qui sont en cours. Par exemple, un événement accrédité en décembre avec des membres du corps médical, pardon, et le CCDUS veut soutenir les initiatives d'autres groupes au pays. Nous savons que d'autres initiatives sont prises un peu partout et nous voulons éviter la duplication des initiatives. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est le moment idéal pour fournir une rétroaction, pour guider ce travail et nous allons vous tenir au courant des développements. Merci. Merci beaucoup, Effie. J'ai quelques problèmes avec mon ordinateur, mais c'était une excellente présentation. J'espère que tout le monde prend le temps pour inscrire des questions dans le clavardage. Ou lorsque Bryce modérera la période de questions. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est parler des implications cliniques des repères sur l'alcool et la santé. La recommandation générale est très fondamentale, c'est que pour réduire le risque de préjudice de l'alcool, nous recommandons aux personnes qui vivent au Canada de songer à réduire leur consommation d'alcool. C'est tout. C'est simplement d'encourager les gens à boire moins. Et comment est-ce que l'on fait ça? C'est ça la question. Nous avons le continuum de risque qui est très bien défini scientifiquement. Kevin en a parlé et cela va de zéro à un risque de plus en plus grand, reconnaissant que chaque personne se trouve dans une catégorie différente. Aujourd'hui, au Canada, parmi les personnes qui boivent, environ 50% boivent 6 verres par semaine ou moins.
Je pense donc que ce que cela veut dire, c'est que la moitié de la population, en excluant les personnes qui ne boivent pas, se trouvent déjà dans cette catégorie de risque modéré à faible. Et nous devons penser aux personnes qui sont à risque plus élevé. Comment les engager dans cette conversation? Il faut donc les aider à individualiser les risques. Nous devons nous demander comment favoriser la réflexion sur le risque de la consommation d'alcool que ces personnes ont personnellement. Il y a bien sûr la question de l'historique personnel ou de famille. Cela va en connaissant cette historique, nous allons pouvoir les aider à prendre des décisions éclairées selon leur tolérance, leur risque ou leur tolérance au risque. Ces tableaux vont nous aider, je l'espère. Alors, c'est le risque accru par femme. En haut, vous voyez les grammes d'alcool par jour à 30,4 grammes par jour, un verre par jour et 10 grammes par jour. Et si l'on voit ici, par rapport aux maladies cardiovasculaires, ce que vous voyez, c'est que le risque augmente pour la plupart des maladies cardiaques, même à un verre par jour. Vous voyez une réduction en termes de maladies ischémiques et d'AVC ischémique, mais on ne peut pas à ce niveau-là dire qu'il y a une protection. Euh, le mieux que l'on peut dire, c'est que c'est neutre en fonction de consommation d'alcool pour les risques d'AVC et de maladies ischémiques, mais si l'on regarde les autres maladies cardiaques en général, sans tenir compte du cancer, des maladies du foie, en général, l'alcool n'est pas bon pour votre cœur en termes de cirrhose du foie. S'il y a des cofacteurs, comme Kevin l'a dit, bien sûr, les risques augmentent, même si la consommation d'alcool est très réduite pour les femmes. Et lorsqu'on parle de cancer du sein, du cancer oral et du pharynx, il y a des causalités ici avec la consommation d'alcool, un risque accru même avec un verre par jour. C'est un peu semblable ici pour les hommes, un peu différent. Euh, Vous voyez ici qu'il y a bien sûr un risque pour les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, pas aussi prononcé pour les cirrhoses du foie à cause des différences en termes de métabolisation de l'alcool. Mais nous avons bien sûr éliminé le cancer du sein parce qu'il y a une incidence peu élevée chez les hommes. Euh, Dites-vous bien que s- il il faut que l'on regarde, que les gens considèrent cela à la lumière de leur historique et de leurs antécédents familiaux, pardon, en plus de leur consommation d'alcool. La Fédération mondiale du cœur a euh, éliminé l'information erronée en disant que l'alcool n'est pas bonne pour le cœur et que le risque associé aux maladies du cœur, cardiomyopathie par exemple, et les AVC augmente. Et c'est une information dont on doit parler pas seulement parmi les professionnels de la santé, mais avec les cardiologues aussi doivent nous soutenir pour nous aider à sensibiliser. euh, En ce qui concerne la causalité du cancer, l'alcool est un groupe cancérinogène des groupes 1. Cela veut dire que l'on est capable
démontré qu'il y a des impacts en termes des mécanismes de l'alcool, différents types de tissus. En deuxième lieu, nous avons des modèles animaux qui reproduisent ce mécanisme et nous avons aussi des données épidémiologiques avec la population humaine qui établissent cette association. Un carcinogène de groupe 1 euh, et nous avons donc des boissons sans avertissement qui sont carcinogéniques. Quand nous allons plus profondément, quand nous étudions un peu plus profondément la relation avec le cancer, il y a 7 cancers ici qui sont attribuables à la consommation d'alcool. Un tiers ou plus des cancers du tract supérieur qui y sont liés, ainsi que le cancer du sein colorectal. Dites-vous que si nous penchions sur ces incidences, le graphique serait différent parce que l'incidence des cancers colorectal et du sein est beaucoup plus élevée, alors le nombre de personnes touchées est beaucoup plus élevé. Le tract gastro-intestinal, ces cancers ne sont pas aussi communs, mais le pourcentage attribué à l'alcool est très élevé, comme vous pouvez le voir ici. Il faut que l'on aide la population à réfléchir à leurs risques, à se situer dans ce continuum de risques, tout en fournant cliniquement des repères pour les aider à se fixer des objectifs et à les atteindre. Clinically, nous devons penser à une approche par triage à l'établissement de but, en reconnaissant que le confort au risque individuel est très variable, pas nécessairement fondé sur le risque réel, personnel. Disons qu'une personne qui a très peur de développer un cancer du sein, même si elle n'a pas d'antécédents familiaux, voudra peut-être réduire sa consommation d'alcool pour prévenir l'occurrence du cancer. On peut aussi penser à une personne qui fait de l'hypertension, qui prend des médicaments, mais qui n'a pas vraiment envie de boire moins parce que tout est sous contrôle, cette personne ne se sent pas menacée par cette hypertension, elle a une meilleure tolérance au risque. Alors, il faut travailler avec les gens où ils sont, où ils se trouvent. Au niveau général, nous voulons encourager les gens à boire moins avec un but potentiel de 6 verres par semaine ou moins. On aimerait que la population euh, soit inclus dans cette catégorie de risques faibles. Si elles ont un risque élevé d'avoir une maladie attribuable à l'alcool à cause d'antécédents familiaux, alors ce serait raisonnable pour ces personnes de descendre à la catégorie inférieure. S'il y a présence d'une condition attribuable à l'alcool, alors on devrait peut-être leur encourager de ne pas boire du tout si ces personnes ont une cirrhose du foie, l'hépatite du C, très exacerbée par la consommation d'alcool. Bien sûr, nous allons recommander dans le cas de cirrhose du foie, de maladie du foie ou d'hépatite C, de s'abstenir. Cette définition de but doit être faite au niveau clinique, doit être significatif pour chaque individu. Il faut expliquer pourquoi c'est important. Les tableaux que je vous ai montrés un peu plus tôt, très colorés, démontrent quelques-unes des maladies attribuables à l'alcool. C'est donc des opportunités pour les professionnels de la santé et d'autres spécialistes d'avoir des conversations sur l'alcool et la santé.
pas nécessairement s'il y a présence d'un trouble de consommation d'alcool. Parfois, il faut en parler, bien sûr, et traiter cette condition, mais il faut surtout parler de l'impact plus général de l'alcool sur la santé, sensibiliser les gens, offrir plus d'informations à la population pour accroître son bien-être. Nous devons bien sûr commencer là où sont les gens. Devons avoir une approche progressive. J'ai déjà parlé de la tolérance de risque de différentes personnes. Euh, il faut aussi planifier les mesures en fonction de tout ça. Quand on parle de motivation, on veut aussi comprendre pourquoi les gens boivent. Il y a des catégories ici en termes de motivation personnelle et sociale. Ça peut nous aider à mettre en contexte l'usage d'alcool. Les gens peuvent boire parce qu'ils aiment ça, pour se sentir mieux, pour éviter l'ennui, pour aussi oublier leurs problèmes ou pour s'intoxiquer. Les personnes en général sont très franches lorsqu'on leur demande pourquoi boire si ce n'est pas pour s'intoxiquer. Il y a aussi des motivations sociales pour socialiser, pour célébrer des événements spéciaux, pour marquer, par exemple, la fin d'une semaine ou d'une journée de travail, des événements spéciaux, un mariage, une naissance, pour se sentir aussi un peu plus en puissance. Penser à la concurrence, par exemple. C'est bien sûr un rituel social, mais en fin de compte, plusieurs personnes ont des motivations sociales et personnelles. C'est donc une façon de parler de notre relation à l'alcool et d'y réfléchir, euh, tout en même temps pensant à d'autres façons d'atteindre, disons, ces mêmes objectifs de façon plus saine. Il faut aussi penser aux avantages de moins boire. Ce n'est pas seulement qu'on enlève quelque chose aux gens, quelque chose qu'elles considèrent importante, mais surtout, nous voulons offrir des renseignements concrets sur les avantages de boire moins, moins de calories, donc la perte de poids, dormir mieux, avoir plus d'énergie, avoir une meilleure mémoire, se sentir mieux, une tension artérielle réduite, ainsi qu'une glycémie réduite, une meilleure vie sexuelle. Ce qui va à l'encontre de ce que l'industrie promeut, une fonction immunitaire améliorée, euh, par exemple, lorsque on parlait du risque de tuberculose plus tôt, la même chose pour le cancer, un risque réduit d'accidents et de blessures, des relations améliorées, en partie parce que les communications sont de meilleure qualité, la présence, l'attention est plus élevée, mais aussi parmi les hommes, réduire la réduction et la violence, et évidemment des économies financières. Alors, les stratégies de réduction des préjudices, cela inclut dans nos approches de mobilisation des connaissances, par exemple, choisir une cible, choisir un objectif et s'y tenir. Si les personnes ont de la difficulté à honorer atteindre leurs limites, peut-être qu'elles ont un problème relié à leur relation à l'alcool. Il faut encourager les personnes à boire moins, à prendre des gorgées, à boire de l'eau. Euh, Cela va les aider à boire moins. Pour chaque verre d'alcool, une personne devrait avoir aussi un verre de boisson non alcoolisée. On doit aussi savoir ce qu'il y a dans notre verre, quel, on- pour avoir des choix, des substitutions. De plus en plus, l'industrie répond avec des boissons non alcoolisées ou moins alcoolisées. Les consommateurs ont donc plus de choix
peuvent, par exemple, avoir un verre avec une concentration de 0,5 d'alcool et ainsi boire moins lors d'un événement, d'une occasion. Euh, Boire de l'eau aussi aide à réduire le taux d'absorption d'alcool et manger aussi. Euh, Avoir aussi des semaines ou des jours où l'on ne boit pas ou des activités où l'on ne boit pas. C'est une autre façon d'introduire ce changement dans la vie des gens. Alors, en général, le meilleur est boire moins, c'est mieux. Et on veut aider les gens qui sont dans cette dernière zone de risque à réduire le nombre de verres qu'ils boivent par semaine. Cela va avoir un effet beaucoup plus grand sur leur santé et leur bien-être en termes de réduire le risque et d'augmenter leur bien-être. Euh, Nous devons donc célébrer cela parmi la population en général et aider les consommateurs à boire moins de façon à l'aide d'une stratégie de réduction de préjudice qui est pragmatique et en fonction aussi de leur profil de risque et de leurs préoccupations quant à leur santé et à leur bien-être. J'aimerais donc vous remercier beaucoup et je vais remettre la parole à Bryce qui va modérer la période de questions.